conférence porte sur les questions d'adaptation et de rapports qui peuvent être fructueux entre la littérature et le cinéma. Et pour aborder, approfondir ces questions, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement les deux auteurs qui sont à mes côtés, Yasmina Khadra et Marc Lévy. Merci à vous donc de vous prêter au jeu de cette discussion. Alors, au cinéma, on dit souvent, ça a été une phrase qui est attribuée à plein de cinéastes, que ce soit John Ford, Hitchcock, Fritz Lang, que ce qui prime, c'est l'histoire, en second lieu l'histoire, et en troisième lieu l'histoire. Autrement dit qu'il n'y a pas de film possible s'il n'y a pas d'histoire, de bonne histoire, s'entend. C'est pour ça que souvent, les réalisateurs, les producteurs font appel à des scénaristes, mais aussi à des auteurs, et surtout à des romans dont ils s'emparent pour faire des adaptations. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a vraiment des relations fusionnelles, fructueuses entre vous, qui êtes à la base les concepteurs, les inventeurs, les créateurs, ceux qui fabriquaient ces histoires, et les films qui viennent ensuite sur les écrans. Alors j'aimerais savoir, quel est votre regard, tout d'abord, avant d'être des écrivains, votre regard de spectateur? Comment est-ce que vous avez appréhendé, avant même d'écrire, le cinéma? Quel est votre regard sur le cinéma? Yasmina, alors prenez le micro. Yasmina, toi d'abord. Bonjour. Moi, je suis un cinéphage. J'adore le cinéma. Pour moi, ça a été une espèce d'ouverture sur le monde, et spécialement pour quelqu'un qui a été appelé très jeune à être enfermé dans une caserne. Donc, à chaque fois qu'il y avait un film, quelque part, c'était une désertion heureuse. Donc, on allait découvrir des paysages, des mondes, des personnages. Et on se surprend à s'identifier avec les personnages. Voilà, donc, et puis, j'ai toujours aimé l'image, moi. Il n'y a pas que le cinéma. L'image aussi est importante pour moi. Depuis que j'étais petit, je raffolais de la bande dessinée. Moi, je suis un ressortissant de la bande dessinée. Et quand j'écris, il faut que mon écriture soit imagée. Et voilà, j'écris avec une caméra et non pas avec une plume. Marc ? Bonjour à tous. Le cinéma a toujours beaucoup compté pour moi dans la vie. C'est un film qui m'a fait en fait entrer à... Pardon, c'est après avoir vu un film que j'ai décidé d'entrer à la Croix-Rouge et d'y passer 6 ans. Et c'est au travers de 2 films que mon père m'a fait voir, en me posant quelques questions, qu'une grande partie de ma vie s'est orientée. Et donc, je dirais un tout petit peu en opposition avec cette vision hollywoodienne du cinéma. Je crois qu'un film, ça n'est pas simplement une histoire. Je crois qu'un film, ce sont des personnages et des personnages. Parce qu'une histoire sans personnages n'a aucun intérêt. Alors, ce qui est passionnant, je pense, dans le lien entre cinéma et littérature, c'est que lorsqu'un auteur comme Yasmina ou comme moi ont une écriture imagée, on vient nous dire très souvent, ce qui pour moi est un compliment, vous avez une écriture cinématographique. Mais le propre de tous les écrivains du 19e, qui étaient des écrivains feuilletonistes et populaires, c'était d'avoir une écriture imagée. Si vous lisez Dumas, c'est incroyable parce que Dumas est cinématographique, à ce près que le cinéma n'existait pas. Et je crois que le métier du romancier, c'est de faire naître dans la tête des lecteurs des images, des sons, des odeurs, des sensations, uniquement avec des mots. Et je pense que le cinéma descend de l'écriture et non pas le contraire. Je ne dis pas ça par prérogative pour le travail que nous faisons ou par supériorité, mais simplement parce que la littérature, l'Iliade et l'Odyssée, c'est un film incroyable. Et si vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, vous voyez un film. Et on était loin du cinéma. Donc voilà ce que je pense de ce lien. Mais je crois surtout que le cinéma, c'est comme la littérature, ont ce point en commun
qu'on ne peut pas s'intéresser à une histoire si on n'est pas en empathie avec les personnages. Et c'est l'empathie que l'on ressent à l'égard des personnages qui nous entraîne dans une histoire. Alors, ça, c'est valable pour le lecteur ou pour l'auteur? Est-ce qu'il faut être dans cette empathie? C'est la même empathie, elle est partagée? C'est-à-dire que lorsque vous écrivez, vous êtes dans cette empathie-là? Ou est-ce que c'est forcément que pour le lecteur? Est-ce que l'auteur est forcément en empathie aussi avec tous ces personnages? Moi, je pense que si on n'aime pas un personnage, on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas le rendre crédible. Donc moi, je peux écrire, j'ai écrit sur Kadhafi, un tyran, et il fallait que je l'aime. Sinon, dans la détestation, on ne voit que sa propre aigreur. Mais quand on est dans une sorte d'ouverture sur l'autre, on voit ses qualités et ses défauts. Donc il est important pour un écrivain d'aimer ses personnages. Ne pas aimer ce qu'ils font, mais aimer qu'ils se prêtent un peu au jeu, justement, de son récit. Et il y a beaucoup de gens qui disent est-ce qu'on peut écrire un livre avec de bons sentiments? Moi, je pense que la place des sentiments n'existe pas dans la littérature. C'est où on a le talent ou on ne l'a pas. Donc on peut écrire un livre superbe avec de bons sentiments, qu'on peut écrire un chef-d'œuvre avec de mauvais sentiments. Ce qui compte, c'est cette hardiesse, ou plutôt cette adresse de l'écrivain à rendre son récit crédible. Et c'est le lecteur, bien sûr, qui jugera. Finalement, c'est vous qui décidez. Nous, on n'est rien du tout. Nous, on vous propose des histoires et c'est à vous de les valider ou de les rejeter. Donc, j'ai toujours dit que l'écrivain, il fait des livres, mais c'est le lecteur qui fait l'écrivain. Et sans lecteur, l'écrivain n'est que lettre morte. Donc, si nous sommes vivants, c'est grâce à vous. J'ai entendu une dame dire c'est vrai. Donc, non, mais c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec Yasmina, je n'ai rien à ajouter. Je reviens à cette question qui est vraiment la question centrale de notre échange sur l'adaptation. Lorsque vos œuvres ont commencé à être adaptées au cinéma, j'aimerais que vous nous disiez l'un et l'autre, lorsque vous avez reçu la première proposition d'adaptation, peut-être qu'elle n'a pas été tout de suite concrétisée, mais lorsque vous avez reçu cette proposition d'adaptation, comment est-ce que vous l'avez reçue, justement? Quelle a été votre réaction et votre sentiment? Est-ce que vous vous êtes dit, ça va être un autre regard, j'ai envie d'y participer, ou est-ce que ça a été juste la joie au premier abord, ou peut-être une méfiance ou une curiosité? Moi, c'était très particulier parce que c'était mon premier roman et c'était Spielberg. Donc la façon dont je l'ai reçu, pour tout vous dire, on m'a annoncé ça assez tardivement le soir. Et en plus, pour tout vous dire, j'avais la grippe. J'étais cloué au lit avec une grippe. Et donc une femme qui était la responsable des droits littéraires chez Robert Laffont m'a appelé pour me dire, voilà, je suis à la foire de Francfort. Et il y a Julia Roberts et Steven Spielberg qui veulent acheter les droits de votre livre. Et j'avais 39 de fièvre. Et ce qui est beaucoup pour un homme. Et vous savez ce que c'est, on est mourant à 39. Et donc, j'ai raccroché et il y avait un réveil sur ma table de nuit et j'ai mis le réveil à l'envers, vous voyez, les pieds vers le haut. Et je me suis dit, demain matin, quand je me réveille, si les pieds sont toujours en haut, c'est que j'aurais pas rêvé. Et donc le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai mis très longtemps à ouvrir les yeux. J'avais tellement peur que le réveil soit sur ses pieds. Et donc j'étais comme ça. Voilà. Et donc, moi, pour moi, c'était un rêve éveillé. Après, on m'a dit que j'avais rendez-vous au téléphone avec Spielberg. J'ai parlé pendant 2 heures au téléphone avec Spielberg. Et puis ensuite, je suis allé le voir et on a discuté. C'était un rêve éveillé, mais qui précédait même l'idée qu'un film allait être fait de mon premier roman. Vous voyez, j'ai été invité à New York et donc je me rends à la DreamWorks et j'attends dans ce hall des bureaux de la DreamWorks et je regarde les affiches. Il y a l'affiche de E.T., il y a l'affiche de la liste de Monsieur Schindler, enfin il y a tout ça. Et on me tape sur l'épaule et je me retourne et il y a Steven Spielberg devant moi qui me dit « Bonjour Marc ». Et là, comment vous dire, je m'évanouis tout de suite, je m'évanouis pas tout de suite, qu'est-ce que je fais? Et après, on est allé dans une salle de réunion et
Et on a commencé à parler, enfin lui beaucoup. Moi j'écoutais, et ça, un de mes souvenirs, pour vous dire, extrêmement littéraire de l'adaptation cinématographique, c'est qu'au bout d'une heure, très gentiment, il me dit « Oh, je vous ai pas proposé un café, est-ce que vous voulez un café ?» Alors, je pense que j'ai pas vraiment répondu, j'ai dû faire un espèce de... Et il a dit « Bon, je vais vous en... » Et il se lève, et il y avait une console où il y avait une dessert, tout ça, avec les pots à café, et il appuie sur le thermos, comme ça, il remplit un mug de café, et il m'apporte le café. Et là, je me souviens, j'ai ce souvenir où je me suis dit, donc là, Spielberg vient de me servir un café, personne ne me croira jamais. Je me suis dit, c'est tellement improbable. Voilà. Alors après, si vous voulez, c'était tellement magique, c'était tellement un rêve éveillé, c'était tellement inattendu, et ça reste aujourd'hui tellement un rêve éveillé que ce qu'il est advenu du roman, aussi, enfin, à l'écran, avait peu d'importance pour moi. C'est un acte fondateur en même temps, parce que c'est le premier roman. Cette rencontre, elle était même avant que la publication, si ma mémoire est bonne, se fasse en France. Oui. Donc ça a précédé, ça a été une sorte d'annonciation pour vous. C'était quelque chose de ça a été surtout surréaliste. Ouais. Mais j'y croyais pas du tout. Mais je vous jure que c'est pas une exagération. Pendant des mois, je me couchais le soir et je me disais, il y a quelqu'un qui va claquer la porte, je vais me réveiller et la vie va être de nouveau normale, ça va pas être comme ça. C'était tellement improbable que je n'arrivais pas à y croire, parce que j'ai mis très très longtemps, en fait, jusqu'au moment où je suis allé voir le film en salle. Voilà. Et alors justement, votre regard, avant que Yasmina réponde aussi à la question, est-ce que vous avez eu l'impression de voir votre histoire ou de voir autre chose ? Moi, j'ai une vision très ouverte de l'adaptation cinématographique. C'est-à-dire que je pense qu'un metteur en scène, c'est un auteur à part entière, et on ne peut pas demander à un auteur de filmer les pages de votre livre. D'abord parce que ce serait très ennuyeux, et ensuite parce que ce serait, comment vous dire, nier sa propre créativité. Je crois que le principe d'une adaptation, c'est qu'un auteur, à part entière, vient vous voir et en fait, il vous fait presque un cadeau. Il vous dit, voilà, j'ai aimé votre histoire, une partie de votre histoire, et j'aimerais la raconter. Sous-entendu, à ma manière, parce que je suis un auteur. Et je crois qu'il faut accepter ça dès le début. Si on n'accepte pas ça, soit on ne va pas au cinéma, soit on fait le film soi-même. Et donc, cette notion de trahison, vous voyez, d'une œuvre littéraire, du vivant de l'auteur, je n'y crois pas beaucoup. Après, quand on adapte un auteur mort qui n'a pas eu nécessairement le droit de donner son avis sur l'adaptation de son roman, et que ce sont ses héritiers ou sa descendance, on peut dire que son œuvre a été trahie. Mais personne ne vous met un revolver sur la tempe en vous disant signez-la. Enfin, pas en France. Il y a d'autres pays, oui, mais chez nous, non. Et donc, je dis, voilà, il faut laisser au réalisateur raconter votre histoire à sa façon. Après, il faut comprendre qu'il y a une autre contrainte. Un roman raconte une histoire en 6, 8, 10, 12 heures de lecture. Un cinéaste doit la raconter en 1h30. Yasmina et moi, quand on écrit 400 cavaliers traversaient la place Bellecour, vous n'avez pas un producteur qui vous rappelle derrière en vous disant « Tu plaisantes, j'espère. Je t'explique, ça va être 2 types à bicyclette qui vont traverser la place Bellecour. » Nous, ça ne coûte rien, c'est notre imagination. Donc voilà, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et la dernière chose, et après je laisse la parole à Yasmina, c'est que je crois que ce qui nous donne cette impression de fidélité ou d'infidélité dans le cadre d'une adaptation, ça n'est pas tant le respect de l'histoire, qui en soi est impossible pour toutes les contraintes que je viens de dire, c'est le fait de retrouver ou de ne pas retrouver dans l'interprétation des acteurs et dans les acteurs qui vont incarner vos personnages, les personnages qu'on a rencontrés dans le roman. Et c'est là qu'en fait, il y a, entre guillemets, ou non trahison. Si les personnages d'un roman de Yasmina ne sont pas les personnages du film, quel que soit le sort que le réalisateur leur a réservé, on aura l'impression qu'il y a une trahison. Après,
qu'à la fin il y ait baisé ou il n'y ait pas baisé, qu'à la fin il y ait départ en voiture ou départ en avion, c'est pas ça qui change, c'est l'âme des personnages. Yasmina? Moi, j'étais dans un poste de police. On m'avait arrêté pour vagabondage parce que j'avais oublié ma carte de séjour à la maison. Et j'étais à Aix-en-Provence, donc les Algériens ne sont pas tellement les bienvenus. On me préparait à me mettre dans un avion pour me renvoyer chez moi quand le téléphone a sonné. J'ai dit oui, écoutez, il y a Morituri, mon premier roman policier, il va être adapté au cinéma. J'ai dit, waouh, c'est Steven Spielberg. Il m'a dit non, c'est Okasha Tweety en Algérie. Oh, d'accord. Et j'ai dit, qui sera ma partenaire? Julia Roberts? Ah non, vous ne figurez même pas dans le film. J'étais très triste, mais en même temps, j'étais très heureux. En réalité, c'est toujours un honneur pour nous d'être adaptés au cinéma, parce que le cinéma ne fait qu'élargir davantage l'audience d'un roman. Puis il y a des gens qui ne sont pas tellement portés sur le livre. Et c'est bien de nous faire découvrir par des amateurs du cinéma. Moi, mais aussi un film pourrait vous trahir et pourrait aussi vous décevoir. Le Morituri a été adapté d'abord en Algérie. Ah, ça a été vraiment la galère. Et puis avec 700 000 €, qu'est-ce qu'on peut faire comme film? Et déjà, j'avais de l'admiration pour cet Algérien qui avait décidé d'adapter un film en Algérie. Il donne rendez-vous au décorateur à 5 h du matin et il dit oui, mais on ne sait pas quel jour on va venir. L'heure, ils savent, ils seront là à 5 h du matin. Mais ils ne sauront jamais si c'est mardi ou vendredi ou le mois prochain. Donc le pauvre, il a souffert. Par la suite, bien sûr, il y a eu l'adaptation de l'attentat par Ziad Douairi. Et là aussi, ça a été une sorte de désenchantement. J'ai vu un film qui s'inspirait d'une partie de mon livre et l'importance même, l'essentiel du livre a été complètement occulté parce que tout simplement, aux États-Unis, il y avait un lobby qui avait décidé que le film ne se fasse pas. Donc on a dû négocier pendant 5 années avec, comment il s'appelle, ce Tunisien, Tarek Ben Ammar, qui a fait des pieds et des mains pour que nous puissions réaliser le film. Et puis il y a eu aussi Alexandre Arcadi. Bon, il a adapté Ce que le jour doit à la nuit, mais je pense que pour une fois, j'ai vu qu'il était sincère. Voilà. Je respecte son film parce qu'il a été sincère, il n'a pas voulu me trahir, mais il a raconté l'Algérie à travers sa propre perception. Et puis pourquoi dit-on adaptation? Adaptation, c'est transférer une œuvre à travers l'esprit de celui qui va l'adopter. C'est comme un peu comme les traducteurs, mais encore c'est pire que les traducteurs. Un cinéaste aussi, c'est un artiste, il va falloir le respecter en tant qu'artiste et en tant que créateur aussi. Donc moi, j'ai beaucoup moins aimé Morituri, j'ai presque détesté l'attentat, mais j'ai toléré les 11 meurtres, les agneaux de... Oh, qu'est-ce que je raconte? Ce que le jour doit à la nuit. J'ai refusé l'adaptation de Les 11 meurtres de nos blessures et j'ai refusé l'adaptation de Qu'attendent les singes parce que tout simplement, j'avais peur que le réalisateur ne puisse pas être à la hauteur de son ambition. Mais je vous raconte tout de suite, je vous encourage à aller voir les Hirondelles de Kaboul qui va sortir l'année prochaine. C'est un film d'animation, j'ai vu le pilote et j'ai été émerveillé. Et comme je suis resté un enfant éternel, j'ai beaucoup aimé plutôt l'adaptation en bande dessinée, animée, plutôt que les films ordinaires. Voilà. Alors justement, vous soulevez un point qui est, à mon sens, capital, c'est comment est-ce que un cinéaste, donc comme vous le disiez, qui est aussi un auteur, peut vous convaincre que son projet d'adaptation va correspondre d'une certaine manière ou ne va pas trahir votre musique interne, celle qui est la musique de votre œuvre, et va être en cohérence tout en respectant lui-même sa propre musique, mais va être dans quelque chose qui va être en vibration avec vous, ce que vous avez voulu raconter. Je ne sais pas si Marc a connu la même chose, mais moi, par exemple, avec l'attentat qui a été... avec Morituri, j'ai voulu participer au scénario parce que j'ai trouvé le scénario
de scénariste absolument incroyable. Il était en dehors, il était à côté de la plaque. J'ai voulu intervenir, ils n'ont pas voulu. C'est une question d'argent. Le problème dans le cinéma, c'est que souvent les scénaristes veulent faire quelque chose pour de l'argent et non pas pour la générosité d'une œuvre. Avec The Doueri, ça a été encore plus terrible parce que ce sont les Américains qui l'ont acheté, Focus Features. Et là, il y avait un contrat de 80 pages en anglais. Moi, je suis francophone et encore j'ai beaucoup de difficultés à lire en français. Alors en anglais, c'est encore pire. Mais avec Alexandre Arcadi aussi, il a voulu adapter lui-même c'est-à-dire coécrire le roman. Donc ça a été un peu difficile. J'étais un petit peu marginalisé. Je n'ai pas participé à l'écriture des scénarios. Et c'est vraiment malheureux parce qu'on pourrait aussi coacher un peu le réalisateur, lui expliquer certaines scènes qui sont essentielles pour nous et qu'on ne trouve pas au cinéma. Il y a des moi, quand j'écris, je pense toujours aux films américains où de temps en temps, il y a des scènes qui sont fédératrices de toutes les autres scènes. Et là, malheureusement, les moments les forts de mes romans ne sont pas vraiment repris dans le cinéma. Par exemple, dans Ce que le jour doit à la nuit, il y a un moment où le fils trouve son père éjecté d'un bar. Et quand j'ai écrit le texte, je me suis attardé sur ce moment. J'ai voulu vraiment que le lecteur s'arrête, qu'il comprenne exactement le désarroi de l'un et de l'autre, le désespoir de l'un et de l'autre. Mais quand on a vu dans le cinéma, c'était vraiment une scène presque secondaire. Donc voilà. Moi, je pense que le seul cinéma que j'ai vu très fidèle au livre, c'est le cinéma soviétique. Quand je lis par exemple Sholokov, Le destin d'un homme, et je vois le film, je vois la virgule de Sholokov, je vois le point d'exclamation. Et ils sont ils sont très respectueux de l'œuvre. Que ce soit le livre de Simonov, par exemple, le 17 flashs du printemps, le livre et le film, c'est la même chose. Moi, j'ai vu beaucoup de films soviétiques, mais voilà. Mais les autres, quelquefois, le cinéma sauve une œuvre. Quand on voit Le Parrain, par exemple, le livre en tant que produit littéraire, il est vraiment assez simpliste. Mais le film, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, des fois, on a la chance d'être boosté par un film, et des fois, on ne l'a pas. Et c'est tant pis, parce qu'il faut respecter tous les genres. Alors, Marc, quand il ne s'agit pas justement d'une rencontre avec Steven Spielberg, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir justement cette alchimie et qu'on peut obtenir votre accord? Et je mettrais peut-être à part le cas où c'est votre sœur qui effectue une adaptation. C'est une question, je crois que c'est surtout une question humaine, en fait, parce que dans un film, il y a un facteur d'improbabilité énorme. Personne ne pourra juger ni estimer finalement ce que sera le devenir d'un film tant qu'il n'est pas monté. Et certainement pas d'ailleurs à l'écriture du scénario. Il y a des scénarios très simples qui ont donné des films magnifiques, et il y a des scénarios très écrits qui ont donné des films complètement ratés. Moi, un des plus grands mystères pour moi, qui suis cinéphile et passionné de cinéphilie, c'est que j'aurais voulu rencontrer le producteur qui a lu le scénario de Magnolia et qui a dit « je suis d'accord pour faire ce film ». Parce que si un jour vous regardez le film Magnolia, qui est un chef-d'œuvre, hein, mais qui est le film le plus décousu et le plus incompréhensible que j'ai... Enfin, c'est un des chefs-d'œuvre du cinéma, mais pour moi, c'est un cas d'école. C'est-à-dire, quand on nous explique que pour écrire un scénario, il y a des règles, je demande toujours... je dis toujours, oui, bien sûr, j'aimerais bien voir le scénario de Magnolia, qui est un des plus grands films qui a été écrit. Donc même au niveau du scénario, on ne sait pas. Dans un film, c'est l'incroyable alchimie entre une écriture qui finalement ne représente qu'un tiers de l'accomplissement, un metteur en scène qui est un conteur comme nous, qui lui est une sorte de chef d'orchestre qui compte pour un tiers, et puis des interprètes.
parce que c'est aussi ça la grande différence entre le cinéma et l'écriture. C'est que quand on écrit un roman, l'interprète, ce sont nous les lecteurs. Quand je parlais de Dumas tout à l'heure, ou quand je parlais de tous les romans, de tous les grands romanciers populaires feuilletonistes du 19e, quand vous lisez, pardon, je vais prendre un autre exemple, quand vous lisez Les Misérables, c'est vous qui jouez Jean Valjean, c'est vous qui jouez Cosette, c'est vous qui interprétez ça. À partir du moment où vous allez le voir au cinéma, on est dépossédé de ça. Donc le rôle de l'acteur ou de l'actrice dans l'aboutissement, dans l'accomplissement d'un film est absolument considérable. Donc voilà, c'est pour ça que prévoir ne sert à rien, puisque, et encore, j'oublie tous les autres talents qui vont venir se greffer à l'accomplissement du film, qui sont le cadrage, l'éclairage, le montage, la bande-son, etc., etc. Bref. Donc la seule décision, c'est la seule indication qu'il y ait, c'est celle de la relation humaine. C'est l'humanité, la vision, le regard et ce que l'on perçoit du metteur en scène qui a envie de vous adapter. Et de ce que l'on sait aussi de son œuvre, de la façon de ce qu'il a filmé. Alors évidemment, si c'est le premier film d'un metteur en scène, le pari est encore plus risqué. Mais sinon, je crois que c'est uniquement une question d'humanité et de confiance. Et aussi du plaisir qu'on a envie de prendre. Moi, j'ai eu un de mes romans qui a été adapté en série télé par un réalisateur que j'aime énormément, qui s'appelle Miguel Courtois. Et c'était produit par M6. Bon, j'avais trouvé... C'était mon deuxième roman, dont je trouvais l'idée épatante. Et surtout, je connaissais très bien le metteur en scène. Et la seule idée de passer plein de temps avec lui, j'aurais signé n'importe quoi. Parce qu'on s'entend super bien, et je me suis dit, si c'est l'occasion de se faire 10 gueuletons et 14 voyages, même s'il a envie de filmer l'annuaire, c'est pas grave, ça sera du vécu. Bon. Alors on commence l'écriture du scénario, qui est confié à un scénariste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Franck Philippon. Mais derrière, on a les cadres supérieurs de M6. Et là, c'est une tannée. Parce que quand je vous dis que c'est une tannée, c'est qu'on a la caricature du Katsub de la chaîne de télé qui a jamais rien écrit de sa vie, mais qui a déjà absolument identifié le profil SP+, de la ménagère de 50 ans dans sa case, et qui dit « Ah non, non, il ne faut pas dire ça, parce que non, ça va être comme ça ». Et je connais bien Miguel, et Miguel, c'est un hispanique, il a du sang chaud, et de temps en temps, on assistait à des réunions et où on avait comme ça le comité de censure de la chaîne qui nous disait de faire ça, et je trouvais Miguel incroyablement calme. Vous voyez, et moi-même, de temps en temps, j'avais le sang qui me montait, il me faisait comme ça. Bon, très bien. Et puis, un jour, on a pris l'avion et on est parti en République dominicaine pour aller tourner. Et il m'a tendu le scénario. Il m'a dit, bon, bah, eux, ils sont restés à Paris. Nous, on est dans l'avion. Maintenant, tu réécris tout. Et je lui dis, mais t'es fou. Il me dit, mais non, ça y est, maintenant, on s'en fout. Alors, je connais que Miguel dans le cinéma qui est assez fou pour prendre un pari pareil, parce qu'ils sont quand même venus nous rendre visite, un peu les cadres SP+, de la chaîne M6. Et Miguel leur montrait des rushs. Mais tous les jours sur le tournage, on était avec les comédiens, on se marrait comme des dingues. Et alors, bon, il y avait une scène validée par M6, et alors il appelait Elsa, qui était l'actrice, et alors Elsa venait, il lui disait, Elsa, vas-y, dis-moi ça. Alors elle lisait la ligne, et il lui disait, t'arrives pas à le dire, on est d'accord, hein, c'est pas bien. Alors c'était une connivence. Alors Elsa disait, ouais, non, c'est vrai, j'arrive pas à le lire. Hop, vas-y, réécris. Et je disais, mais t'es fou. Il me disait, ah non, quand le comédien n'arrive pas à lire, il n'arrive pas à lire. Ça, tu peux rien y faire. Et on sait, voilà. Et je garde de ce tournage un souvenir, mais impérissable. Et à la fin, la série, elle est ce qu'elle est. Elle est très joyeuse. Enfin, je trouve qu'elle est bien faite. Mais si vous me demandez aujourd'hui pourquoi j'ai signé cette adaptation, c'est pour vivre ce moment de partage et de joie avec le metteur en scène, avec les acteurs, et pas du tout pour une problématique d'ego, vous voyez, ou d'autres choses. Et je recommencerai demain matin. Donc là, il y a une adaptation qui se fait dans des contraintes, mais à l'intérieur de ces contraintes, vous avez retrouvé une liberté qui est celle, en fait, la liberté que vous avez
quotidiennement lorsque vous êtes face à votre page d'écriture. C'est-à-dire, vous faites abstraction de tout ce qu'on peut vous imposer comme, enfin, tout ce que la télévision ou parfois le cinéma peut imposer comme cadre et comme restriction. Oui, en fait, ce que je voulais raconter au travers de cet exemple, c'est qu'il n'y a pas un modèle d'adaptation et que l'adaptation, elle dépend complètement de l'état d'esprit, de l'ego, de la créativité, de la sensibilité, ce que racontait Yasmina, de la sensibilité de celui qui va adapter et donc de ce qu'il insuffle, vous voyez, à son équipe. Quand je suis allé sur le plateau de la DreamWorks, bon, alors vous vous doutez bien que la DreamWorks, ils m'ont pas demandé mon avis pour écrire un film, hein. Et en même temps, heureusement. Et alors bon voilà, je suis allé sur le plateau, ils m'ont quand même invité à aller sur le plateau. Bon, alors j'arrive à Los Angeles et je suis sur le plateau. Alors il y a un moment qui est magique, c'est je rentre dans le décor de l'appartement de Lorraine et Arthur. Et là, il y a un moment qui est magique parce que le décor, lui, le film n'est pas du tout fidèle, mais le décor de l'appartement est vachement fidèle. Et c'est incroyable, je suis comme Yasmina, je suis un enfant, je me balade dans l'appartement que j'ai imaginé dans mon bouquin. Bon. Après, on me présente Mark Ruffalo. Il est hyper sympa. Donc je discute avec lui, il me dit « Ah, machin, il est... » Et comme un gosse, je dis « J'aimerais bien rencontrer Reese Witherspoon. » On me dit « Ah oui, mais elle est un peu plus difficile d'accès, Reese Witherspoon, ça va être plus compliqué. » Bon. Et à un moment donné, je la vois, elle est là sur le plateau. Donc je vais la voir, je me présente à elle et on commence à parler. Je lui dis bah, « C'est moi qui ai écrit le livre. » Alors elle me dit « Ah, formidable. » Et on parle pendant une demi-heure et elle est absolument adorable. Et je reviens voir Mark Ruffalo et je lui dis « Mais en fait, elle est super sympa, Reese Witherspoon. » Et il m'a dit « Oui, mais ça fait une demi-heure que tu parles avec sa doublure. » Et voilà, donc, comment vous dire. Et ça, pour moi, ça reste un des meilleurs moments du tournage. Et j'ai jamais rencontré Reese Witherspoon, mais je garde un super beau souvenir de sa doublure. Et voilà, et bon, après le film, il est ce qu'il est. Je crois que, après, Yasmina, tu me diras si tu es d'accord ou pas, quand on écrit un roman, il y a l'histoire qu'on est en train d'écrire, et il y a aussi ce que le fait d'écrire cette histoire nous apporte dans notre vie. Le fait de remuer les souvenirs, le fait d'aller puiser dans nos émotions, le fait de raconter, ça n'est pas une démarche anodine, c'est un moment de vie. Et très souvent, dans les rencontres, on demande à un auteur quel est de tous vos livres votre livre préféré. Et la réponse, elle n'est pas nécessairement portée sur le regard que l'on porte sur l'aboutissement de tel ou tel livre, mais aussi sur le souvenir de ce que l'on a vécu en l'écrivant. Eh bien, je pense que un des grands bonheurs ou l'une des grandes déceptions lorsque on adapte votre roman, ça n'est pas tant, enfin en ce qui me concerne, ce que le film sera ou ne sera pas, c'est le moment qu'on aura vécu ou qu'on n'aura pas vécu. Mais ça, c'est peut-être mon côté épicurien. Chacun a une approche bien singulière. Moi, personnellement, j'ai tellement été déçu que j'ai peur aujourd'hui. Je préfère que mon livre reste un livre plutôt qu'être adapté au cinéma d'une manière, de façon catastrophique. Et puis, sincèrement, les gens qui ont lu Ce que le jour doit à la nuit sont 2 fois plus nombreux que les gens qui ont vu le film. Donc, ça dépend. Moi, même, j'écris aussi des scénarios. Donc, j'ai écrit 2 scénarios, un pour Harvey Keitel et Forest Whitaker. Et je vous assure que les Américains sont pires que n'importe quel partenaire. J'avais terminé le scénario, tout était bien. Au départ, on a parlé de, comment il s'appelle cet acteur qui joue dans Le Parrain? Al Pacino. Ouais, Al Pacino. Donc moi j'ai imaginé le personnage, j'ai écrit en tant qu'Al Pacino. Et puis au beau milieu du scénario, les Américains me disent écoute, ce n'est plus Al Pacino qui va jouer, c'est Robert Duval. Robert, ah bon, c'est pas grave, mais il n'y avait pas beaucoup de choses à changer. Mais quand j'ai terminé le scénario, je l'ai envoyé, ça y est, tout est OK. 2 mois après, il me retourne le scénario pour me dire ce n'est plus un homme qui joue le rôle de tuer, mais c'est une femme.
Alors il fallait tout réécrire. Et finalement, quand j'ai vu le film, c'était un véritable navet, un navet, parce que là, j'ai dit à Rachid Boucherb, je n'ai jamais vu Forest Whitaker aussi médiocre. Hein? Quelquefois, les interférences, enfin les intrusions dans votre travail cassent tout. On a le sentiment de s'adresser à des dyslexiques. Alors on dit une chose, ils comprennent autre chose, et puis ils ont leur propre idée, ils ne veulent pas s'approprier la nôtre, et ça crée une espèce de confusion. Et ça a été presque la même chose avec un autre film que j'ai fait qui s'appelle La route d'Istanbul. C'est l'histoire d'une jeune fille belge qui se retrouve en train de faire la guerre en Syrie. Bon, j'ai écrit le scénario seul. Voilà, j'avais mis ce que moi je savais. Et quand j'ai vu le film, j'ai trouvé d'autres scénaristes avec moi au générique, et l'histoire a été complètement chamboulée parce que tout simplement ces scénaristes extérieurs ont voulu mériter leur place sur le générique. Ils ont introduit des choses qui les dépassaient. Donc le cinéma, on est dans une sorte d'incertitude. Mais le roman nous rend souverains. Parce que nous sommes responsables de chaque mot que nous posons sur la page. On est responsable de chaque personnage que nous essayons de camper et de proposer au lecteur. Le cinéma, c'est terrible. C'est un univers qui m'effraie. Vraiment. Donc, maintenant, quand on me propose d'adapter un de mes livres, j'aimerais bien que ce soit un grand comme Steven Spielberg plutôt que de le confier à n'importe qui. Ne c'est pas par ego, je sais pas, mais par respect pour mon travail. Par respect pour mon travail, je souhaiterais que celui qui m'adapte, qu'il l'adapte à sa façon, mais qu'il soit au moins à la hauteur du lecteur. Moi, je me rappelle quand on a fait la première de l'attentat au cinéma Luxor à Paris. C'était même l'inauguration de ce cinéma, enfin la renaissance du cinéma, la réouverture. Il y avait des gens, surtout des dames, qui avaient quitté la salle. Elles étaient en colère parce qu'elles n'avaient pas retrouvé mon roman dans ce livre. C'est-à-dire le roman est devenu tout simplement un thriller sur la quête névrotique d'un homme qui voulait comprendre pourquoi sa femme s'est suicidée. Alors que le texte, c'est autre chose. Le texte, c'est la convocation de l'absurdité humaine, de la bêtise humaine. C'est la convocation de tout ce qui... je vais peut-être inventer un néologisme, de tout ce qui dénourrit le rêve. On n'a qu'une seule vie, il faudrait peut-être la vivre pleinement. Et moi, j'essaie, à travers ce livre, de dire que rien ne nous appartient sur cette terre à part notre vie. C'est la seule chose qui nous appartient véritablement. Et quand on la perdant, on aura perdu le monde entier. Je ne fais pas dire à un de mes personnages dans À quoi rêvent les loups, pour moi, de mes joies, je n'ai aucun mérite. De mes torts, aucun regret. Pour moi, l'histoire n'a que l'âge de mes souvenirs. L'histoire, avec un grand H, n'a que l'âge de mes souvenirs. Et l'éternité, la fausseté de mes rêves. Donc, avant moi, le monde n'a jamais existé. Après moi, le monde cessera d'exister. Donc, essayons quand même de faire de cette vie quelque chose d'essentiel. Voilà ce que j'essaie de dire dans mon film. Et quand on voit le film, c'est vrai que j'ai soutenu le réalisateur parce qu'il a été d'abord attaqué par la Ligue arabe. Le film a été interdit dans tous les pays arabes. Même s'il avait obtenu au préalable le prix de Marrakech, tout le monde s'est aligné. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que les Arabes sont d'accord. Et ils sont d'accord contre un artiste. Ça prouve que nous sommes allergiques à la culture et à la tolérance. Voilà. Mais le cinéma reste quand même un moment privilégié de notre vie parce que voilà, c'est grâce au cinéma que j'ai voyagé. C'est grâce au cinéma aussi que j'ai compris qu'on peut réinventer son bonheur partout. Voilà. Chaque livre, chaque film, chaque musique nous permet d'avancer dans la vie. Vous évoquiez justement la situation où un film peut avoir moins de spectateurs qu'un livre aura eu de lecteurs. Lorsqu'un film ne marche pas, est-ce qu'il va, d'une certaine manière, casser la dynamique d'un livre
lorsqu'un film fonctionne, eh bien, il va y avoir une sorte de boucle vertueuse qui va faire que le succès va engendrer un succès et faire connaître à un plus vaste public l'existence du livre qui est à son origine. Mais est-ce que lorsque le film ne fonctionne pas, il va casser cette belle dynamique? Si les lecteurs gardent du livre une impression très forte, et ils ne souhaiteraient pas la briser par une déception. Donc il y a beaucoup de mes lecteurs qui m'ont dit on a préféré ne pas voir le film parce qu'on était très bien dans le livre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans un livre, comme le disait si bien Marc tout à l'heure, c'est le lecteur qui crée son univers. Et il a besoin d'avoir les traits de ses propres personnages à lui, de sentir ses propres odeurs et tout. Et dans un film, c'est quelque chose d'arbitraire. On nous impose un personnage, on nous impose un univers et un décor. Donc il y a notre liberté, notre évasion se retrouve réduite à un écran. Et ça devient peut-être un peu dangereux, mais quand même, il y a des films qui ont permis à des livres d'aller encore plus loin, comme par exemple, je reviens au Parrain. Le film, tout le monde a acheté. C'est des millions de livres vendus grâce au Parrain. Je crois que même pour Marc, le fait même d'avoir été adapté par Steven Spielberg, ça prouve que quand même le livre est intéressant. Donc le Spielberg ne va pas prendre n'importe quoi. Et ça a encouragé un lectorat à découvrir un livre. Mais il arrive aussi que le film, un mauvais livre, pourrait décourager les gens à aller découvrir le livre. Donc c'est un coup de chance. C'est comme la vie, il y a des hasards, il faut respecter le hasard. Alors avant de donner la parole à la salle, parce que je suis sûr qu'il y aura quelques questions, une question pour vous, je l'ai abordée de manière très allusive tout à l'heure, mais lorsque c'est votre sœur qui vous adapte, qui adapte un de vos romans, est-ce qu'elle va détecter à l'intérieur de votre texte justement des éléments qu'un autre cinéaste ne verrait pas, qui sont infratextuels et qui sont plus que personnels, et que vous allez retrouver au cinéma par connivence, genre de messages un peu cachés qui vont faire que le film qu'elle va faire, qui est un film personnel, va être plus personnel encore que celui qu'un cinéaste lambda, soit dit de manière non péjorative, aurait pu réaliser à partir de votre livre. Il va de soi que plus la complicité est grande entre le metteur en scène et l'auteur, plus la complicité sera grande dans le processus, dans le travail et dans l'adaptation. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est une évidence même dans d'autres métiers. Alors, ma sœur et moi, on partage on partage la même éducation, le même humour, on rit aux mêmes bêtises et on s'agace des mêmes choses. Donc elle a, je dirais, la translation s'est faite évidemment très très naturellement. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord sur tout et sur toutes les scènes. Et moi d'ailleurs par respect, je me serais bien gardé de lui dire quoi que ce soit sur le film. Mais bon, quand même, depuis 5 décennies, elle pousse, elle sait ce qui me fait rire et je sais ce qui la fait rire. Et donc, oui, bien sûr que c'est... D'un point de vue créativité, on parle vraiment la même langue. Mais, et j'ai retrouvé ça quand j'ai travaillé avec Miguel, où on est amis depuis 35 ans, et donc c'est pareil, il y a une communion... Après, c'est très compliqué déjà d'être adapté. Si on ne peut être adapté que par ses amis, ça rend le champ des possibles un peu plus, un peu plus impossible. Mais on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, le bonheur d'une adaptation, c'est aussi le bonheur d'une collaboration humaine et des rencontres que vous allez faire et de la générosité ou de la non-générosité des gens avec lesquels vous allez travailler. Parce que le film, on ne l'emmènera pas dans la tombe. L'orgueil non plus. Mais les souvenirs des moments qu'on aura vécu, des fous rires, des idées partagées, des inventions, et puis
cette magie de l'enfance, de voir... moi, je sais que la première fois que j'ai vu au cinéma des personnages que j'avais imaginés dans ma tête prendre vie, je me souviens, on parlait du tournage de Mes amis, mes amours. Je me souviens d'être allé un jour sur le tournage dans la rue et j'aurais presque eu envie de toucher l'épaule de Pascal Elbé en lui disant « Mathias ». Parce que c'était tellement lui, c'était tellement le personnage de mon roman. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il est en vie. Et il est en train de faire, pardonnez-moi, j'ouvre les guillemets, il est en train de faire toutes les conneries que j'ai imaginées. C'est magique. Voilà, donc ces souvenirs-là, je les porterai longtemps. Beaucoup plus que, vous voyez, le nombre d'entrées ou de savoir si le film a fait vendre du bouquin ou si le bouquin a fait vendre du film. On raconte pas, moi, je raconte pas des histoires pour ça, vous voyez. Je raconte des histoires parce que, comme disait Yasmina tout à l'heure, quand il parle de l'animation, un écrivain, c'est un enfant qui a jamais complètement tout à fait vieilli. Donc le bonheur, c'est de raconter des histoires. Après, je pense que dans tout ce que Yasmina dit, et je le rejoins, c'est si la promesse d'enfance est trahie qu'on n'est pas content. Vous voyez, c'est si la personne qui a raconté votre histoire la raconte pas comme, non pas fidèlement, mais la raconte pas avec l'intention ou l'amour que vous avez mis dans votre histoire. Et le reste, c'est que du bonheur. En fait, la récompense, c'est être dans la projection, mais être projeté, vous, dans votre livre en étant sur le plateau. Non, mais c'est, comment vous dire, imaginez que vous êtes compositeur de musique. Bon, vous n'allez pas interpréter votre partition toute la vie et vous la gardez rien que pour vous. Mais si vous écrivez vos émotions avec des notes de musique, c'est pas simplement des notes que vous plaquez sur une partition, c'est toute une histoire que vous racontez, c'est toute une intention, c'est toute une émotion. Au moment où vous la confiez à quelqu'un qui va l'interpréter, quand Jacques Loussier reprend Bach en jazz, bon, alors il y a toujours dans tous les milieux, vous savez, un petit milieu qui sont les gardiens de la citadelle qui pensent que ça n'appartient qu'à eux. Alors évidemment, on a créé au scandale, à la honte, mais comment on assassine Bach, mais comment ce Loussier hostile. Mais si vous écoutez Jacques Loussier jouer du Bach en jazz, mais il n'a jamais trahi Bach. C'est-à-dire que toute la vivacité, toute la tonicité, toute l'émotion, toute la rythmique, toutes les harmonies, les disharmonies, les passages de majeur en mineur, tout ce que Bach a inventé, non seulement Loussier le joue, le raconte, mais il le raconte, je pense que si Bach avait entendu Loussier jouer du Bach, je suis sûr que Bach aurait eu la larme à l'œil. Et à la fin du concert, il lui aurait dit « Tu veux pas qu'on aille manger un petit truc tous les deux ensemble sur la place Bellecour ?» Voilà, et je pense qu'il y a des interprètes qui ont joué Bach avec une gravité, un ego, un sérieux, et qui ont trahi 10 fois plus Bach que Loussier ne l'a fait. Donc c'est ça ce que je parle, c'est de la rencontre humaine. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je vous raconte, mais bon. Il fait très chaud. Moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose d'important lorsqu'il s'agit d'adaptation. Ce que disait Marc est essentiel, la confiance. Il faut que le réalisateur ait confiance en vous et vous, il faut que la réciproque soit vraie aussi. Parce que si on ne s'entend pas, on ne peut pas construire le même univers. On ne peut pas aller dans le même sens des choses. Moi, j'ai travaillé avec la sœur de Marc sur un film qui s'intitule Le fils de l'autre. Ben, on ne s'est pas entendu sur beaucoup de choses et ça n'a pas marché. Alors qu'avec lui, avec sa sœur, ça a marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout simplement une complicité. Et s'il n'y a pas cette complicité, s'il n'y a pas cette écoute, il ne peut pas y avoir quelque chose, un projet probant. Voilà. Donc la confiance, elle est nécessaire, même dans un couple, par exemple. Tout est basé sur la confiance. Et puis moi, j'avais pas le choix, c'était ma sœur, tu vois. Toi, tu pouvais dire après t'en aller. Moi, c'était pas possible. Alors, je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lever la main pour que Marc et Yasmina puissent répondre. Madame. Alors, attendez, il y a un micro normalement. Voilà. Que votre parole soit bien relayée. Bonjour. Je voudrais demander aux deux auteurs si, de leur point de vue, il y a un délai de viduité nécessaire
avant l'adaptation au cinéma. En clair, est-ce que vous pensez qu'il faut que dans l'imaginaire du livre s'installe dans le public le plus largement possible et s'ancre avant d'autoriser à produire un autre imaginaire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que déjà il y ait eu diffusion des idées, de la sensibilité, voilà, de l'imaginaire du livre dans le public de manière générale, avant qu'il y ait film, ou au contraire vous pensez qu'il n'y a pas de problème de délai de viduité, quoi? C'est une question un peu difficile. Moi, sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Le livre, il a son propre langage et le cinéma aussi. Donc, c'est peut-être même un peu frustrant pour le livre d'être adapté après avoir rencontré un grand public. Déjà, les gens, ils ont leur propre imaginaire. Ils vont essayer d'adapter cet imaginaire à l'écran qui est en face d'eux. Quelquefois, ils ne le trouvent pas et ça peut ne pas marcher. Mais si on pouvait faire les deux en même temps, c'est mieux. Oui, c'est mieux, je pense. Comme ça, il n'y aura pas de coupable. De toute façon, faire un film, c'est très long. Entre le moment où quelqu'un vous dit « j'ai envie d'adapter votre roman », même s'il le prenait... vous voyez, imaginez qu'un producteur lise le livre le jour où il sort et vous appelle le jour où il sort parce qu'il l'a lu dans la journée et il dit « je veux faire un film », dans le meilleur des cas, le film sortira 3 ans plus tard. Donc vous avez de toute façon tout le temps. Après, pour répondre avec justesse avec votre question, c'est qu'un roman, en fonction de l'âge du roman et du temps que ce roman va vivre, et d'ailleurs si ce roman a, entre guillemets, de la longueur, parce que ce n'est pas le cas de tous les romans, la perception dans la société de ce roman peut varier au fur et à mesure que les époques avancent. Donc, comment vous dire, la résonance des raisins de la colère, qui n'est pas un perdreau de l'année au cinéma, vous projetez les raisins de la colère par exemple, pendant la mandature de Barack Obama, et vous projetez les raisins de la colère pendant la mandature de Trump, et vous ne voyez pas le même film. Du tout. Enfin, vous voyez le même film, mais il n'a pas du tout la même, charge émotionnelle et la même résonance. Bon. Donc, oui, il y a dès qu'on sort du registre des classiques, mais même d'ailleurs dans le registre des classiques, il y a une impertinence dans certains romans qui, en fonction des époques, touche plus ou moins le spectateur. Le livre, lui, regardez la résonance de 1984 aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Est-ce que les producteurs américains vont s'emparer de 1984 pour en refaire aujourd'hui un très grand film? Ce serait absolument extraordinaire. Vous voyez? Il y a eu pour rester dans ces questions d'adaptation et de films à nouveau adaptés de grands classiques, il y a eu un Fahrenheit 451 qui vient d'être tourné et qui, je pense, va avoir, qui a été présenté à Cannes cette année et qui va avoir certainement une résonance différente que celle du Fahrenheit de 67 par Truffaut. Parce que justement, là aussi, l'évolution des temps, l'évolution des choses fait que le rapport au livre, le rapport aux médias, aux polices de pensée, fait qu'on aura sans doute un regard différent sur les questions posées par le film. Je me tourne à nouveau vers la salle pour savoir s'il y a d'autres questions. Madame? Alors, on va en faire encore du... Alors, on a un micro HF qui peut-être va marcher. Peut-être. Voilà. Si. Le problème, c'est que c'est un micro d'intérieur. Alors, il faut parler longtemps, pas qu'il s'arrête. Je sais pas, on va essayer comme ça. Voilà. Petite question, les auteurs ont bien répondu de façon transparente au sujet. J'ai eu l'impression que l'espérance de M. Cadra est bien différente de celle de M. Lévy. Et je sens une petite frustration dans le fait que ça n'a pas été représenté. Or, un auteur, est-ce qu'il peut refuser, se dissocier d'un film si vraiment il ne correspond pas à ce qu'il a voulu exprimer? Voilà, il a le droit de se dissocier. Oui.
Normalement, dans tout contrat de cinéma, il y a une clause qui vous permet d'enlever votre nom si vous êtes vraiment en désaccord profond avec le scénario ou le film. Vous avez le droit de demander à ce qu'on retire. C'est arrivé plein de fois. Je connais des noms que je ne balancerai pas, mais, mais c'est arrivé plein de fois. Donc vous pouvez effectivement, normalement, enfin, si vous avez un bon agent, vous avez le droit de dire ben non, je ne veux pas qu'on utilise mon nom à la fin. Autre question, est-ce que ce n'est pas un risque de voir vos livres sur un écran? Parce que nous, lecteurs, on rêve avec vous, vous nous tenez compagnie des soirées avec vos histoires, on est enchantés, mais après, quand on va au cinéma, souvent, justement, notre imagination a travaillé avec vous, elle est la nôtre d'imagination, donc il a les risques d'être déçu. Ça, notre auteur, il le vit comment? Mais en fait, c'est ce que Yasmina, je crois que Yasmina a déjà très bien répondu à cette question. Il y a risque et tentation. Bien sûr qu'il y a un risque, on se dit, tiens, le réalisateur risque de décevoir le lecteur. Bon, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, au sujet de l'adaptation des Si c'était vrai, qu'ils avaient préféré le livre au film. Comme disait Vincent Lindon, yes. Parce qu'à la rigueur, si on vous dit le contraire, c'est beaucoup plus vexant. Si les gens vous disent « j'ai tellement aimé le film », le livre m'était un peu chier, mais vraiment le film est formidable. Vous voyez, bon. Mais, et pourquoi je vous dis il y a tentation? Il y a tentation parce que on sait très bien que tout le monde n'est pas lecteur. Et avant d'être écrivain, on est des raconteurs d'histoires. Donc l'idée qu'une histoire qu'on a imaginée touche un autre public, c'est la tentation du diable. Et on a toujours, vous savez, ça c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'est comme les gens qui vont, comme les auteurs qui vont à On n'est pas couché. Il y en a, ils espèrent toujours qu'ils vont être bien accueillis. Ou c'est quand vous achetez un billet de loterie, vous vous dites je vais peut-être gagner. Et bah, quand on est adapté au cinéma, il y a un peu de ça, non, Yasmina? Il y a l'idée de se dire bah, ça va peut-être être formidable. On sait que ça va, il y a plein de chances que ça ne le soit pas. Et c'est pour ça que je vous disais que moi, je m'en remets surtout en me disant, alors combien de gueuletons, combien de voyages sympas, combien d'acteurs avec qui je peux me marrer, et le film, on verra ensuite. Je vous en prie. Alors, une question devant. Alors, oula. Alors, une question, je vais être... La question de madame, c'est est-ce qu'on a le droit de regard sur le choix des acteurs? Yasmina, tu as eu le droit de regard sur le choix des acteurs? On ne me regarde même pas. On a juste le droit de regarder le film. Oui. Non, on n'a pas le droit de regard sur le choix des acteurs. Mais encore une fois, c'est... ça dépend avec qui vous travaillez. Vous voyez... voilà, moi, Miguel, quand on a fait Où es-tu, il m'a présenté aux acteurs qu'il avait en tête et il m'a dit qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Il avait envie qu'on travaille ensemble. C'est une question d'envie, de collaboration, de... Après, sur humaine, après, sur la plaisanterie où tout à l'heure je disais sur le nombre de gueuletons, etc. Pour conclure sur cette question-là, comment vous dire, il y a des choses qu'un écrivain écrit parce que c'est sa vie qui est en jeu. C'est le cas, je pense, dans beaucoup de romans de Yasmina. Moi, je sais que, par exemple, il y a un roman pour lequel ma vie est en jeu, c'est Les Enfants de la Liberté. Quand on rentre dans ce cadre d'adaptation, alors l'exigence, elle est tout autre. Parce que la trahison, elle est très différente. Là, moi, je viens de vous parler de deux comédies. Mes amis, mes amours, Où es-tu, et Si c'était vrai. Après tout, vous voyez, que Arthur soit fleuriste ou pas fleuriste, ça ne va pas changer grand-chose à la face du monde. Quand Yasmina raconte les histoires dont la thématique est fondamentale, dont les sujets sont propres à sa vie, ou quand moi j'ai raconté l'histoire de la 35e brigade, là, la trahison, elle peut être sanglante, et donc je dirais, la part affective, la part d'honnêteté, la part d'intégrité n'a pas, je dirais, le même poids. Tu es d'accord? Et pour revenir aux acteurs, bien sûr, par correction, le réalisateur nous propose, il dit voilà, je vais trouver tel bonhomme, mais c'est juste par politesse.
le choix lui revient à lui, parce que lui, il va prendre la responsabilité de l'adaptation. Donc, moi, de temps en temps, j'aimerais bien figurer dans mes propres films, mais on m'a dit, tu n'as pas la gueule du client. J'ai joué dans des films américains, moi, quand j'étais, bien sûr, j'en ai fait beaucoup d'ailleurs, surtout les anciens, mais surtout dans les thrillers. Au début, vous avez vu, il y a toujours, on déchire la silhouette du mort par terre. C'est la mienne. Oui. Alors, je crois qu'il y avait une question, madame. Comment réagissez-vous vous-même en tant que lecteur quand vous voyez un roman adapté que vous avez aimé en tant que lecteur? Ben, généralement, ça dépend. C'est exactement comme si on réalisait nos propres textes. On a aimé un... C'est exactement comme n'importe quel lecteur. On va voir si ça coïncide avec ce que nous avions en tête ou pas. Mais on reste surtout sur le travail artistique. Quelquefois, on voit bien que le réalisateur a voulu dire quelque chose et il l'a bien dit. Donc, ça dépend du talent et du génie du réalisateur. Mais on reste quand même des lecteurs. Hein. On est exactement comme vous. Il y a des livres qui nous enchantent. Voilà, et on aimerait bien que le film soit enchanteur aussi. Pareil. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, oula. Donc il y aura 2 dernières questions. Madame, peut-être? Oui. Et monsieur. Alors monsieur devant et ensuite on fera passer le micro à madame. Bonjour, merci Marc Lévy et Yasmina Kadra pour tous ces éclairages. Tout au début de votre intervention, Marc Lévy, vous avez parlé de 2 ou 3 films qui vous ont marqué dans votre jeunesse. Quels ont été ces films? Alors, c'est Pain et chocolat et un film qui s'appelait La guerre de Murphy, et avec Peter O'Toole et Philippe Noiret et mes chers amis. Et après, on peut... Et Les raisins de la colère aussi, qui ont beaucoup compté pour moi. Mais le film qui a décidé de... je pense que le film qui a... Vous savez, on dit que le destin sont les choix que la vie vous propose et la destinée, c'est la façon dont on va emprunter ses chemins. Moi, le film qui a, à mon avis, décidé de ma vie, c'est Pain et chocolat. Mais oui, un film italien. Mais parce que, alors ce serait trop long à vous raconter, parce qu'en sortant du cinéma, mon père m'a posé une question et que j'ai comment? Et que c'est... Ah, ça venait de là-bas. Je me suis dit... En fait, là maintenant, donc les 400 motos vont démarrer en même temps, et donc nous allons terminer ce débat rapidement. Et si tu as rajouté quelque chose, tu as à peu près 14 minutes. Moi, le film, même si la question ne m'est pas posée, moi, le film qui m'a éveillé au monde, c'est La Strada de Fellini. Et Le voleur de bicyclette. Ce sont 2 films. Voilà. Qu'est-ce que votre père vous a dit à la sortie du film? Ah, écoutez, dans Pain et chocolat, il y a une scène fellinienne assez bouleversante où un immigré clandestin italien, ce qu'on appelle de nos jours un migrant, se retrouve pour nourrir sa famille à travailler dans un poulailler. Et il y a un moment où c'est un dimanche et c'est le jour de repos. C'est en Suisse, dans les alpages, et il est en train de manger avec tous les clandestins qui travaillent dans le poulailler. Et au moment du dessert, les clandestins se mettent à danser. Et comme le poulailler n'est pas assez haut pour se tenir debout, tous les travailleurs clandestins dansent courbé. Et donc lui, il est assis et il voit qu'il est en train de devenir un poulet. Et il comprend que c'est à ce moment-là qu'il est en train de perdre sa dignité. Alors il a un moment d'effroi et il sort de ce poulailler et il se met à courir à travers les alpages. Et il court, et à un moment, il arrive devant un grillage. Et là, la scène est très fellinienne parce que de l'autre côté du grillage, il y a un petit lac, un petit étang avec entouré de sable, et arrivent sur un petit sentier 4 cavaliers, 2 hommes, 2 femmes, très ariens, sublimes, dans des toches blanches, qui se mettent nus et qui rentrent dans le lac.
Et lui, il est de l'autre côté du grillage. Et il appuie tellement fort son visage sur le grillage que la marque du grillage, quand il recule, le grillage s'est imprimé sur son visage. Et il part en courant à travers les montagnes et en hurlant. Et c'est le moment le plus désespéré de sa vie. Et en sortant du cinéma, j'ai 14 ans et je marche avec mon père sur les Champs-Élysées. Et mon père attend 10 minutes et au bout de 10 minutes, il me dit « Et toi, dans la vie, de quel côté du grillage tu veux être ?» Et je savais mon père beaucoup trop intelligent pour que la réponse soit côté lac ou côté poulailler. Et donc le jour de mes 18 ans, je faisais ma première garde à la Croix-Rouge. Et quand mon père m'a demandé pourquoi tu es rentré à la Croix-Rouge, je lui ai répondu parce que c'est le seul côté où on peut couper le grillage. Et donc j'aurais pas vu ce film. Merci. Mais je n'aurais pas vu ce film, je n'aurais jamais. Vous voyez, c'est-à-dire que ce personnage m'a hanté toute ma vie. Et finalement, la question de mon père liée à ce personnage continue de me hanter. Et à chaque fois, je voyais hier, Hier, j'étais interrogé par M. Bourdin sur RMC et on parlait de la situation des réfugiés, qu'on appelle des migrants, mais de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui embarquent sur des bateaux et qui, pour beaucoup d'entre eux, vont trouver la mort. Et il y a un débat, vous voyez, un équilibre entre migrants, réfugiés et migrants. Bon. L'un est un envahisseur, l'autre est une victime. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis ni un spécialiste en flux migratoires, ni je n'ai la compétence de donner des leçons à personne. Mais je sais juste de l'héritage que m'a laissé mon père, qui a été non pas un réfugié, mais un résistant combattant, qui a été torturé, emprisonné, et où beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de flux migratoires et d'immigration doivent leur liberté de s'exprimer. Je sais juste que mon père m'a laissé une chose, et pas dans la leçon de morale, à travers les films qu'il m'a fait voir, qui est que nous sommes seuls les gardiens de la parcelle d'humanité qui nous a été confiée au moment de notre naissance, et qu'il suffit de quelques secondes d'inattention pour la perdre à jamais, et qu'on devra garder cette parcelle d'humanité jusqu'au moment où nos yeux se fermeront pour de bon. Et il y a comme ça des moments dans la vie d'un livre, des moments dans la rencontre avec un film, qui fait que, vous voyez, votre parcelle d'humanité, hop, elle reprend de la couleur et vous vous dites « Waouh, c'est jusque là que je veux aller ». C'est ça que, je crois, on a essayé de vous raconter au travers de l'adaptation et de l'écriture. Tout à fait d'accord. Alors, il y avait une ultime question, madame. Oui, merci pour tout, pour remplir mon rêve, parce que c'était de vous rencontrer en chair et en os, et voilà, c'est fait. Donc, la vie est belle. Je voulais dire à Marc Lévy que j'avais lu à peu près tous ses livres, et que celui qui me touche le plus, c'est Les Enfants de la Liberté pour les mêmes raisons, et si c'était vrai. Alors, je voulais avoir deux questions, si vous me permettez. C'est la première, qui est Emma Dancourt, parce que la citation a rempli et a réveillé une bonne partie de ma vie. C'est celle qui me fait tenir tous les matins, pratiquement depuis très très longtemps, et qui est devenue en fait une phrase que même l'INRES, qui a été créée par Stéphane Alix, qu'il connaît aujourd'hui, parce que les livres de Marc Lévy, comme ceux de M. Cadra, parlent d'expériences de mort provisoire et de Dieu. Et j'ai vécu une expérience de mort provisoire, comme tant d'autres en France et ailleurs. C'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Et je voulais savoir en fait quel était leur point de vue à tous les deux, parce que c'est un sujet hyper important pour les deux, vu les sujets qu'ils abordent dans leurs livres, au sujet de Dieu. Voilà. Ça n'a rien à voir, je fais un hors-sujet, mais merci beaucoup. Pour moi, c'est ça la liberté. Croire ou ne pas croire. C'est ça la véritable liberté.
Chacun a le droit d'être lui-même et de se projeter à travers ses propres certitudes. Il y a des gens qui peuvent très bien se passer de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour être brave, pour être honnête, pour être courageux. Il y en a d'autres qui ont besoin de Dieu pour être courageux, pour être brave, pour ne pas faire du tort aux autres. Voilà. Moi, je suis un croyant parce que ça m'aide à être moi-même, ça m'aide à accepter les hostilités qui quelquefois me frappent de plein fouet. Ça m'aide à surmonter les problèmes que j'ai, mais je pars d'un principe qui est très simple. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer l'homme. Quelqu'un qui est incapable d'aimer l'homme n'a rien à voir avec la religion. Et il se trouve qu'il y a des gens qui aiment parfaitement l'homme sans croire en Dieu. Et c'est ça la liberté. Voilà. Alors le temps nous étant compté et la question étant extrêmement vaste, je citerai un grand poète africain qui s'appelle Nuala Ofaoline et qui dit « Celui qui croit en un Dieu qu'il ne verra jamais et qui refuse de croire en l'homme qu'il côtoie tous les jours se trompe quelque part. » Merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux, Yasmina Khadra, Marc Lévy. Merci pour cet échange. Et je rappelle que tous les deux, vous serez en dédicace dans quelques instants. Sur le Carré Bellecour, dans le Carré Bellecour. Dans une vingtaine de minutes. Voilà, dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup.